le rugissement d'un moteur révolutionnaire, le 1500 cm3 turbo-compressé de la Régie Renault. Une technique nouvelle dans la compétition automobile, tout d'abord testée sur des voitures de sport prototypes. 1000 km de Mugello, première sortie, première victoire pour l'Alpine Renault. Un bon début pour un moteur que Bernard Dudot était allé observer aux États-Unis. J'ai un souvenir en 1973 où, à la demande de M. Terramorsi, qui était notre patron de la Régie Renault, la course à l'époque, qui m'avait demandé d'aller faire un stage de 2 mois aux États-Unis, en Californie, et où je désirais comparer un peu ce qu'était le sport automobile aux États-Unis à l'époque avec ce que nous connaissions, nous en Europe, ce qui est notablement différent. Et surtout m'informer, dans un deuxième point, des connaissances du niveau acquis en suralimentation. Et j'ai eu la possibilité de prendre les premiers contacts là avec Garrett, où véritablement ça a été, je crois, un des débuts de notre histoire. Quand, sous l'impulsion de Jean Terramorsi et de Elf, la Régie se lance dans la Formule 1, 2 types de moteurs sont envisagés. Un 9 cylindres en W ou bien un V6 ramené à 1500 cm3 et doté d'un turbo. C'est l'option turbo qui est retenue. C'est Jean-Pierre Jabouille qui le premier teste ce propulseur dans cette F1 laboratoire. Le défi paraît insensé. Ce moteur va se mesurer à d'autres qui comptent le double de cylindrée. Dans le milieu de la Formule 1, on reçoit la décision des Français avec beaucoup de scepticisme et parfois même avec un sacré sourire en coin. Les débuts sont laborieux, les problèmes se multiplient. Fréquemment, la voiture rentre au stand en dégageant une épaisse fumée. Les Britanniques ont vite fait de baptiser la Renault The Yellow Teapot. Toujours est-il que la théière jaune prend tout de même le départ de son premier Grand Prix le 16 juillet 1977 à Silverstone. Même si cette première année est délicate, l'équipe française a annoncé son intention, imposer une nouvelle ère au sport automobile. Un challenge superbe, mais si dur à tenir. Heureusement que tout le monde y croit, car les déceptions sont nombreuses. En 1978, sur 14 Grands Prix disputés, Jean-Pierre Jabouille abandonne 10 fois. Problème de moteur ou de turbo, alors pour tenir le coup, chacun s'accroche aux résultats positifs. Sur la grille du Grand Prix d'Autriche, la Renault est en 3e position. Plus encourageant encore, au Grand Prix des États-Unis, à Watkins Glen, Jean-Pierre Jabouille rate la 3e place d'un rien et un moteur turbo marque ses premiers points. Un pas important est franchi. 1979, l'année des changements déterminants. En cours de saison, Renault adopte, comme tous les autres constructeurs, des monoplaces à effet de sol. Au lieu d'un gros turbo, le V6 est suralimenté par 2 petits turbos. Jean-Pierre Jabouille a un équipier, René Arnoux. Les résultats ne sont pas immédiats, mais Gérard Larousse pense, comme toute l'équipe, que le travail va finir par payer. Monte-Carlo et Dijon, eh bien, on a travaillé d'arrache-pied. On a fait 2 tests de Grand Prix à Dijon même. On a aligné beaucoup de kilomètres, il faisait beau, la voiture commençait à marcher. Nous avons résolu un par un les problèmes techniques et je crois que c'est ça qui nous a permis de gagner le Grand Prix de Dijon. Dijon, 1er juillet 1979. Jean-Pierre Jabouille est sur la plus haute marche du podium, un Grand Prix de France historique. Ce jour-là, la première ligne est frustrée par les Renault de Jabouille et Arnoux. C'est pourtant Gilles Villeneuve qui lance sa Ferrari en tête. À la mi-course, Jabouille dépasse le Canadien pour aller chercher cette victoire tellement attendue. Mais ce Grand Prix reste aussi dans les mémoires grâce à l'ahurissante bagarre pour la 2e place entre René Arnoux et Gilles Villeneuve.
Jean-Pierre Jabouille triomphe, Villeneuve est deuxième, Arnoux troisième. L'obstination et le travail de Renault sont enfin récompensés. Après 2 ans de recherche, le turbo, c'est la solution d'avenir. La partie n'est pas gagnée pour autant. Lorsqu'un constructeur comme Renault s'engage dans la compétition, une victoire même sympathique n'est rien. Seul le titre mondial compte. En 1980, Renault est encore à la peine. Pourtant, Arnoux gagne 2 fois et Jabouille 1 fois avant son terrible accident au Canada. René avec la vanne. Avec la vanne, comment ça va? Les belles années Renault coïncident avec l'arrivée du grand espoir français, Alain Prost. Prost qui, après une première saison chez McLaren, a l'impression de débuter en F1 au volant de sa Renault. L'année dernière, j'étais dans une voiture pas très compétitive et là, je m'aperçois que tout de suite, la voiture a d'énormes qualités, un énorme potentiel. Et ça me fait très plaisir non seulement de conduire une Formule 1 compétitive, mais j'ai les moyens, je pense, de la développer, de la faire progresser. Et c'est encourageant pour l'avenir surtout. Très vite, l'association Prost-Renault est efficace. La première année, Alain s'impose à 3 reprises. La longue série de victoires du pilote français commence en juillet au Grand Prix de France. Au-delà de la naissance d'un tandem franco-français qui semble parti pour tout gagner, l'événement de ce début des années 80, c'est l'adoption par d'autres constructeurs du moteur turbo-compressé. Des écuries aussi prestigieuses que Brabham, BMW ou Ferrari ont donc suivi la voie ouverte par Renault. Les fans de sport auto de notre pays attendent un titre d'une équipe entièrement bleu-blanc-rouge, pilote, châssis, moteur et pneumatique. Pour devenir champion du monde, aucun détail n'est à négliger pour atteindre ce but. Querelles, lutte d'influence doivent rester en dehors des circuits. Ce ne fut malheureusement pas le cas. Renault et Prost sont passés à côté de la consécration en la frôlant. 1983, l'adversaire du Français, c'est le Brésilien Nelson Piquet. Sa Brabham est équipée d'un moteur BMW. Le motoriste allemand, en s'appuyant sur l'expérience de Renault, a très vite maîtrisé cette technique. En Afrique du Sud, le dernier Grand Prix est décisif. L'équipe Brabham BMW est sur une pente ascendante. Renault vite un peu trop sur ses lauriers. Résultat, Piquet aborde ce Grand Prix en grande confiance. De plus, le Brésilien dispose d'un atout supplémentaire, son carburant.
Aussi, quand à la mi-course, Alain Prost abandonne turbo cassé, c'est la fin d'une époque. Renault ne sera pas champion du monde. L'équipe française se sépare même de son meilleur pilote. Nelson Piquet devient champion du monde. Pour la première fois, un moteur turbo est sacré. Mais ce n'est pas un Renault. Au cours de la saison 83, ce seront les derniers succès des moteurs atmosphériques. L'ère du tout turbo va commencer. Entre 1983 et 1988, 4 pilotes deviennent champions du monde équipés d'un moteur turbo. Piquet, Lauda, Prost et Senna. Par la suite, le moteur turbo compressé sera interdit. En configuration de qualification, ces monstrueux moteurs pouvaient développer jusqu'à 1200 à 1300 chevaux. Une folie pure. Les pilotes sont soumis à des pressions terribles en courbe, 3 à 4 G. Dominer la puissance du propulseur devient un exercice difficile qui exige réflexe, sang-froid, sens de l'anticipation, perfection du geste. Des qualités de pilote de chasse. Il passe droit devant Sonatic. Inotic, on va Les années turbo, ce sont aussi les années des ravitaillements en essence. Pour les mécanos qui s'affairent autour de ces bombes roulantes, ce sont aussi les années de tous les dangers. En 1988, le règlement interdit l'utilisation des moteurs turbocompressés. Le pouvoir sportif, devant l'escalade vertigineuse de la puissance, a voulu protéger les pilotes, tout d'abord en bridant les turbos, puis en les interdisant purement et simplement. Mais cette époque que l'on appela l'ère des titans restera comme l'une des plus existantes du sport mécanique. Jamais plus qu'au cours de cette période, la Formule 1 n'aura mérité le titre de laboratoire de l'automobile. Si Renault fut le premier grand constructeur à l'avoir compris, les autres n'auront pas été longs à suivre. Une belle bataille s'est engagée entre Européens jusqu'à l'écrasante arrivée des Japonais avec Honda.
Pendant ces saisons turbo, les moteurs ont pris le pas sur l'aérodynamisme des voitures pour nous offrir des moments inoubliables. Des autos surpuissantes, crachant le feu. Des grondements de moteurs terrifiants. Un spectacle hallucinant.